La semaine dernière, des centaines de femmes et d'enfants enlevés à Ngoshe dans l'état de Borno au Nigeria ont été remis aux autorités après des opérations ou négociations dont les contours demeurent flous. Le bilan varie. Entre 360 et 434 personnes ont été remises en liberté selon certaines sources. On en parle ce soir avec notre premier invité, Vincent Fouché, chercheur au CNRS, spécialiste des mouvements djihadistes sévissant dans le bassin du lac Tchad. Vincent Fouché, bonsoir et merci d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous situer pour nos téléspectateurs le contexte sécuritaire de l'état de Borno et l'importance stratégique de Ngoshe? Alors l'état du Borno, c'est depuis la fin des années 2000, l'épicentre d'activité du mouvement, ou plutôt de l'ensemble de mouvements qu'on désigne souvent à tort sous le nom de Boko Haram. En fait, il y a deux mouvements djihadistes qui opèrent là-bas. Un mouvement lié à l'État islamique, qu'on appelle l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, l'acronyme anglais. Et puis un mouvement qui est le mouvement d'origine, disons, qui n'est pas lié à une franchise djihadiste globale, qui s'appelle Jamaat al-Sunnah al-Dawati wal-Jihad, et qui est un petit peu en perte de vitesse depuis la mort de Abou Bakr Shekau en 2021, mais qui est notamment arc-bouté sur une chaîne de montagnes à la frontière avec le Cameroun, qu'on appelle les monts Mandara. Et c'est ce groupe-là, ce groupe des monts Mandara, qui avait commis cette attaque contre la petite ville de Ngoshe, qui est une ville importante parce que c'est une ville qui avait été désertée au milieu des années 2010 à cause des violences et qui était en 2020 devenue un des sites de réimplantation. Les autorités avaient amené les déplacés à se réinstaller. Et au fond, cette attaque, cet enlèvement de mars, enlèvement massif de mars 2026, avait un peu démontré les difficultés de ce programme de réimplantation et au fond les difficultés persistantes des autorités à sécuriser les populations civiles. Vincent Fouché, les communiqués officiels évoquent à la fois une opération militaire basée sur du renseignement et des négociations locales. Comment interpréter ces versions divergentes ? Alors, je crois que du côté des autorités, et notamment du côté des autorités militaires, on n'aime pas vraiment laisser penser qu'il peut y avoir eu des négociations, qu'il peut y avoir éventuellement eu, ça s'est d'ailleurs passé déjà, des paiements de rançon, mais il y a beaucoup d'éléments qui laissent penser qu'effectivement, il y a bien eu des négociations pour assurer cette libération. Alors évidemment, l'armée s'est déployée ensuite pour aller récupérer les personnes libérées, donc on peut dire qu'il y a eu une opération militaire si on veut, mais d'après ce que je comprends, il n'y a pas eu d'offensive militaire, c'est vraiment une libération négociée. Ce qui n'est pas clair, par contre, ce sont les termes de la libération. Est-ce qu'il y a eu une rançon? C'est possible. Est-ce qu'il y a eu d'autres contreparties? La libération de prisonniers djihadistes, par exemple, ou d'autres formes de contreparties? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pousse Boko Haram ou encore l'ISWAP à pratiquer des enlèvements de masse, puis parfois à relâcher les captifs? Quels objectifs poursuivent ces groupes ? Alors, mais ce sont des groupes djihadistes qui luttent pour la mise en œuvre, la construction d'État islamique, de structures islamiques gouvernées selon leur interprétation de l'islam et de la loi islamique, de la charia. Donc leurs objectifs sont assez clairs. Et les enlèvements sont devenus petit à petit, ils ne l'étaient pas au début, mais sont devenus vraiment un mode important de fonctionnement. Alors d'abord pour les rançons, mais ça a été pendant toute une période plutôt des cibles, disons, de haut niveau, des étrangers, des expatriés, des acteurs politiques, des fonctionnaires. Et puis, avec le temps, après la séparation entre les deux mouvements, c'est vraiment JAS, la faction historique de Abou Bakr Shekau, qui a continué ces logiques d'enlèvement, à la fois pour incorporer des nouvelles personnes à ses rangs, surtout des jeunes gens, des femmes qu'on pouvait épouser de force, en tout cas sous forte pression, et puis des jeunes gens qu'on pouvait incorporer, mais aussi toujours pour obtenir des rançons, et avec au fond, comme les cibles, disons, de haute valeur étaient de plus en plus difficilement accessibles, on a vu ces dernières années les enlèvements concerner des paysans, des gens des gens du commun, pas forcément très riches, pas forcément très bankable, mais malgré tout qui pouvaient avoir une certaine valeur, moindre sans doute que les grosses cibles du début. Enfin, à moyen terme, quelle stratégie politique et sécuritaire pourrait réduire durablement ces enlèvements de masse et protéger les populations du nord-est du Nigeria ?
Alors c'est le gros problème. Quand on survole le Borno, hein, on voit depuis l'avion qu'au fond, les principales villes qui sont contrôlées par les autorités, elles sont entourées de tranchées. On est vraiment dans une espèce de logique un peu néo-médiévale, hein. Et au fond, dès qu'on sort des tranchées, on prend le risque de rencontrer des patrouilles ou des groupes de djihadistes et donc d'être soumis à des enlèvements, à du racket, à des choses comme ça. Et au fond, l'État est capable de protéger ses enclaves, hein, urbaines, mais l'État a beaucoup de mal à assurer un contrôle permanent dans les zones rurales, hein. Et c'est ça vraiment la grande énigme, notamment dans les zones rurales enclavées, hein, comme les monts Mandara dont je parlais, mais il y a aussi des grandes forêts, la forêt de la Zambissa, hein, dans le centre du Borno, et aussi toute la zone des marécages du lac Tchad dans la partie nord. Voilà, ça c'est des zones qui sont extrêmement difficiles à contrôler. Alors il y a des efforts qui sont faits. Les autorités essaient de créer des espèces de milices, de gardes forestiers, voilà, de gens qui sont censés avoir une expertise particulière dans ces terrains très singuliers. Il y a aussi un renforcement de l'aviation, drones, hélicoptères, etc. Mais ça ne remplace pas la présence au sol. Et au fond, c'est ça le vrai défi. Et pour le moment, on n'a pas vraiment de solution. Vincent Fouché, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation sécuritaire dans le nord-est du Nigeria.